À 7 heures le 19 juillet 1945, le commandant Eugene Fluckey pressa son œil contre le périscope de l'USS Barb, observant un train de ravitaillement japonais serpenter le long de la côte de Karafuto, transportant des troupes et des munitions qui tueraient des soldats américains s'ils ne l'arrêtaient pas. 31 ans, 5 patrouilles de guerre en tant que commandant du Barb, 17 navires ennemis déjà au fond. Les Japonais faisaient circuler 6 trains par jour le long de cette voie ferrée côtière, chacun transportant entre 40 et 60 soldats, plus des munitions et des approvisionnements pour la garnison de Kashio. Fluckey chassait dans la mer d'Okhotsk depuis 3 semaines. Le sous-marin de classe Gato USS Barb déplaçait 2400 tonnes en plongée et embarquait un équipage de 80 hommes. C'était l'un des sous-marins les plus décorés de la flotte du Pacifique, 4 citations d'unités présidentielles, 8 étoiles de bataille, une citation d'unité de la marine. Mais ce qui rendait le Barb vraiment dangereux, ce n'était pas ses décorations, c'était son capitaine. 3 mois plus tôt, Fluckey avait reçu la Medal of Honor. La citation décrivait son attaque sur le port de Namquan, au large de la côte chinoise, en janvier 1945. Il avait emmené le Barb dans des eaux si peu profondes que le sous-marin ne pouvait pas plonger. Des champs de mines des deux côtés, des destroyers japonais patrouillant d'entrée. 30 navires marchands ancrés à l'intérieur, protégés par ce que les Japonais croyaient être une position défensive impénétrable. Fluckey attaqua quand même. 6 torpilles dans le convoi, puis 4 de plus, puis une course en surface à grande vitesse à travers des eaux non cartographiées, tandis que des grenades sous-marines explosaient autour d'eux. 8 navires coulés, 0 perte américaine. L'état-major à Pearl Harbor qualifia cela d'attaque sous-marine la plus audacieuse de la guerre. Mais Fluckey n'était pas satisfait. En juin 1945, la marine marchande japonaise avait presque disparu du Pacifique. Les sous-marins américains manquaient de cibles. Avant la 12e et dernière patrouille de guerre du Barb, Fluckey approcha le personnel de recherche et développement de la marine avec une demande inhabituelle. Il voulait des roquettes. Le lanceur Mark 51 contenait 12 roquettes stabilisées par rotation de 5 pouces, chacune équipée de 10 livres d'explosifs puissants, portée maximale de 3 miles. La marine testait le système comme arme anti-kamikaze pour les navires de débarquement. Fluckey les convainquit d'en boulonner un sur le pont avant du Barb. Cela en fit le seul sous-marin lance-roquettes de la marine des États-Unis. Le Barb quitta Midway le 8 juin, chargé de 72 roquettes et avec l'ordre de semer le chaos le long de la côte japonaise. Il atteignit les eaux au nord d'Hokkaido le 20 juin. 2 jours plus tard, à 2h30 le 22 juin, Fluckey fit surface à 3 miles au large de la ville de Shari. Population 20 000 habitants, un quartier industriel qui produisait des fournitures pour l'armée japonaise. Le sous-marin se mit en travers de la côte. Fluckey donna l'ordre. 12 roquettes tirées en rafale en 5 secondes. Elles hurlèrent dans l'obscurité et s'écrasèrent sur le centre industriel de Shari. Des incendies éclatèrent sur tout le front de mer. Le Barb plongea et disparut avant que les Japonais puissent réagir. C'était la première fois dans l'histoire qu'un sous-marin lançait des roquettes contre une cible terrestre. Au cours des 3 semaines suivantes, le Barb tira 60 roquettes supplémentaires sur des villes industrielles le long des côtes d'Hokkaido et de Karafuto. Shikuka, Kashio, Shirtori, la plus grande papeterie du Japon détruite. Une tannerie qui fabriquait des uniformes de pilotes en flammes. De petits chantiers navals réduits en décombres. Fluckey utilisa également le canon de pont de 4 pouces du Barb pour bombarder des installations militaires. Le sous-marin opérait en toute impunité. À la mi-juillet, des avions de reconnaissance japonais le recherchaient, mais Fluckey continuait de bouger, de frapper, de maintenir l'ennemi déséquilibré. Puis le 19 juillet, alors qu'il patrouillait au large du sud de Karafuto, Fluckey remarqua quelque chose à travers le périscope. Une voie ferrée passait à moins de 400 yards de la côte. Des trains circulant vers le nord et le sud tout au long du jour et de la nuit. Des locomotives tirant des wagons de marchandises remplis de troupes et de cargaisons militaires. Les trains représentaient une ligne d'approvisionnement alimentant les forces japonaises se préparant à résister à une invasion américaine. Fluckey observa les trains pendant 3 jours. Il nota les horaires. Il étudia le terrain. La plage était accessible. Les voies étaient vulnérables. Et une idée commença à se former. Le problème était évident. Le Barb pouvait faire surface et bombarder la voie ferrée avec son canon de pont, mais cela n'endommagerait que les rails. Les Japonais les répareraient en quelques heures.
Ce que Fluke voulait, c'était détruire un train en mouvement. Dégâts maximaux, perturbations maximales, impact psychologique maximal. Mais les sous-marins ne transportaient pas d'armes conçues pour des cibles terrestres. Les torpilles étaient inutiles. Les roquettes manquaient de précision pour une cible en mouvement. Le canon de pont ne pouvait pas suivre un train à travers le terrain côtier. Fluke avait besoin d'une solution différente. Quelque chose que les Japonais n'attendraient pas. Quelque chose qu'aucun sous-marin n'avait jamais tenté. Si vous voulez voir comment Fluke résolut ce problème impossible, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager plus d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Revenons à Fluke. Le soir du 22 juillet, le maître canonnier Paul Saunders et l'électricien de 3e classe Billy Hatfield étaient assis dans la salle des torpilles avant exigu du Barbe avec un problème. Fluke leur avait demandé de concevoir un moyen de faire sauter un train sans risquer la vie d'un groupe à terre pendant l'explosion. Hatfield fixait la charge de sabordage de 55 livres. Le dispositif était conçu pour détruire le Barbe si l'équipage devait l'abandonner pour empêcher sa capture. Hatfield eut une idée. Il se souvint d'un tour d'enfance. Placer des noix sur les rails de chemin de fer pour que le poids des trains qui passaient les fasse craquer. Et s'il pouvait installer la charge de sabordage de la même manière? Un micro-interrupteur enterré sous les rails. Le poids d'une locomotive fermant le circuit. Le train se détruirait lui-même. Fluke examina le dispositif que Hatfield et Saunders avaient construit. Un simple interrupteur à pression récupéré sur des composants de sous-marins. 3 piles sèches câblées en série. La charge de sabordage de 55 livres bourrée de suffisamment d'explosifs pour vaporiser une locomotive. L'ensemble de l'assemblage tenait dans un bocal à cornichons vide pour l'étanchéité. Quand le poids d'un train enfoncerait les rails ne serait-ce que d'un quart de pouce, le micro-interrupteur compléterait le circuit électrique. La détonation se produirait directement sous la chaudière de la locomotive. Hatfield estima que l'explosion détruirait au moins les 3 premiers wagons et ferait dérailler tout ce qui suivait. L'ingénierie était solide, mais la mission elle-même présentait d'énormes risques. Le Barbe devrait faire surface à moins de 1000 yards de la côte japonaise. Un groupe à terre pagaierait sur des radeaux gonflables jusqu'à la plage, traverserait 400 yards de territoire ennemi, planterait l'explosif et reviendrait avant l'aube. Si des patrouilles japonaises les découvraient, les hommes seraient piégés en sol hostile sans soutien et sans voie d'évasion. Si le sous-marin était repéré en surface dans des eaux peu profondes, il ne pourrait pas plonger assez vite pour échapper à une attaque. Fluke calcula qu'ils auraient environ 90 minutes à partir du moment où les radeaux seraient mis à l'eau jusqu'à ce que le Barbe doive plonger. Chaque homme à bord du Barbe se porta volontaire pour la mission. 80 marins levèrent la main quand Fluke demanda des volontaires. Le commandant établit des critères stricts. Premièrement, uniquement des hommes célibataires. Il refusait de créer des veuves. Deuxièmement, conditions physiques et capacité à nager. Les hommes pagairaient à travers les vagues et pourraient avoir besoin de nager si les radeaux chaviraient. Troisièmement, de préférence d'anciens scouts. Fluke avait lui-même été scout et croyait que leur formation en navigation et en procédure d'urgence s'avérerait inestimable si le groupe se séparait ou se perdait. Quatrièmement, un mélange de compétences. Il avait besoin d'un électricien pour câbler le dispositif, d'hommes forts pour creuser et de marins expérimentés capables de manœuvrer les radeaux dans l'obscurité. Fluke sélectionna 8 hommes. Le maître canonnier Paul Saunders dirigerait le groupe à terre. 26 ans, il avait servi à bord du Barbe depuis sa mise en service en 1942. Chaque patrouille de guerre, Atlantique et Pacifique. L'électricien de 3e classe Billy Hatfield s'occuperait du dispositif explosif. Il avait travaillé pour les chemins de fer avant la guerre et comprenait la construction des voies. Le signaleur de 2e classe Francis Sever. Le cuisinier de 1re classe Lawrence Newland. Le torpilleur de 3e classe Edward Klingel-Smith. Le mécanicien motoriste de 2e classe James Richard. Le mécanicien motoriste de 1re classe John Marcusson. Et le lieutenant William Walker servirait d'officier responsable. L'équipage commença les préparatifs. Les mécaniciens du Barbe découpèrent des plaques d'acier des ponts inférieurs de la salle des machines, puis les plièrent et les soudèrent pour en faire des pioches et des pelles improvisées pour creuser. Le groupe à terre devrait enterrer l'explosif et les piles à au moins 6 pouces sous les traverses de chemin de fer
pour s'assurer que le micro-interrupteur fonctionne correctement. Les hommes emballèrent du matériel de survie, au cas où ils devraient fuir vers le territoire soviétique, dans la moitié nord de l'île de Sakhalin, à 130 miles à travers des chaînes de montagnes. Ils emballèrent aussi des steaks crus. Les rapports de renseignement indiquaient que les patrouilles japonaises utilisaient des chiens de garde le long de la voie ferrée côtière. Les steaks pourraient leur faire gagner quelques précieuses secondes s'ils rencontraient des animaux. La météo devint le facteur critique. Fluket avait besoin d'une couverture nuageuse pour cacher la lune aux 3/4. Un ciel dégagé illuminerait le sous-marin et les radeaux, les rendant visibles aux sentinelles japonaises. Pendant 4 jours, le Barbe patrouilla au large de Karafuto, tandis que l'équipage regardait le ciel. Dégagé, dégagé encore. Fluket devenait de plus en plus frustré. Il ne restait que 5 jours dans leur programme de patrouille. Après cela, le Barbe devrait retourner à Midway. La fenêtre se refermait. L'après-midi du 22 juillet, des Cirrus apparurent à l'horizon. Le soir, des stratus blancs coiffaient les sommets des montagnes le long de la côte de Karafuto. Une couverture nuageuse se formait depuis l'ouest. Fluket prit la décision. Ils exécuteraient la mission cette nuit-là. Les préparatifs finaux s'accélérèrent. Le groupe à terre vérifia son équipement. Lampe de poche étanche, pistolet, le bocal à cornichons contenant les piles et les explosifs, outils pour creuser, gilet de sauvetage Mae West au cas où ils devraient nager. Les 2 radeaux en caoutchouc furent préparés sur le pont. À 23h le 22 juillet, le Barbe commença son approche de la côte de Karafuto. Fluket maintint le sous-marin en surface, avançant lentement sur moteurs électriques pour réduire le bruit. Le ciel coopéra. La couverture nuageuse masquait la lune. L'obscurité enveloppait l'eau. À travers le périscope, Fluket pouvait voir la voie ferrée longeant le rivage. Aucune lumière visible sur la plage. Aucun signe d'activité de patrouille. Les conditions étaient aussi favorables qu'elles ne le seraient jamais. Le Barbe s'approcha à 950 yards du rivage. Le profond d'10 indiquait seulement 36 pieds d'eau. Si des patrouilleurs japonais apparaissaient, le sous-marin aurait peut-être 90 secondes pour plonger en urgence. Même alors, il pourrait toucher le fond avant d'être complètement immergé. Fluket pariait tout sur la surprise et l'obscurité. Les 8 hommes se rassemblèrent sur le pont, vêtus de sombre. Sanders vérifia sa montre. Minuit approchait. Fluket donna l'ordre. Les radeaux passèrent par-dessus bord. Les radeaux touchèrent l'eau à 0h05 le 23 juillet. Sanders et Walker prirent le premier radeau avec Hatfield et Sever. Le second radeau transportait Newland, Klingel-Smith, Richard et Marcusson. Les hommes s'éloignèrent de la coque du Barbe et commencèrent à pagayer vers le rivage invisible. Pas de lumière, pas de son, sauf le plongeon des pagaies et le murmure de l'eau contre le caoutchouc. La couverture nuageuse tenait. L'obscurité restait absolue. Derrière eux, l'USS Barbe était bas sur l'eau, une ombre plus sombre contre l'océan noir. 25 minutes pour atteindre la plage. Les hommes pagayèrent régulièrement, maintenant la formation. La houle était légère, pas de brisant à affronter. Les radeaux s'échouèrent sur le sable à minuit 30. Les 8 hommes traînèrent les embarcations au-dessus de la ligne de marée haute et les sécurisèrent derrière des rochers et du bois flotté. Newland et Richard restèrent avec les radeaux comme garde. Leur travail était de s'assurer que la voie d'évasion reste ouverte et de signaler aux Barbes si des patrouilles japonaises approchaient. Les 6 autres hommes avancèrent vers l'intérieur des terres. Ils étaient les premières troupes de combat américaines à poser le pied sur l'une des 4 îles principales du Japon. Karafuto faisait partie du système préfectoral japonais administré depuis Tokyo, peuplé de civils japonais et défendu par des forces militaires japonaises. Chaque pas qu'il faisait était sur le territoire souverain ennemi. Se faire prendre signifiait l'exécution. La Convention de Genève ne protégeait pas les saboteurs opérant derrière les lignes ennemies en vêtements civils. Le terrain était plus accidenté que prévu. Les hautes herbes dissimulaient un sol inégal. Sever faillit se tordre la cheville dans une dépression cachée par la végétation. Ils avançaient lentement, testant chaque pas avant d'y mettre leur poids. À 50 yards à l'intérieur des terres, ils rencontrèrent un fossé de drainage de 3 pieds de profondeur, de l'eau au fond. Les hommes se laissèrent glisser dans le fossé, traversèrent le fond boueux et escaladèrent la berge opposée. Leurs vêtements étaient maintenant mouillés et lourds. À 100 yards de la plage, ils atteignirent une route en terre battue,
Des traces de véhicules visibles dans la poussière. La route longeait la voie ferrée, reliant les villages côtiers. Sanders fit signe de s'arrêter. Les hommes s'accroupirent dans l'herbe à côté de la route et écoutèrent. Pas de bruit de moteur, pas de voix, pas de mouvement. Ils traversèrent rapidement, un par un, puis continuèrent vers le remblai de la voie ferrée, visible comme une crête sombre contre le ciel légèrement plus clair. À 0h50, ils atteignirent la base du remblai ferroviaire. Walker et Sanders grimpèrent jusqu'aux voies et examinèrent la zone. Les rails allaient du nord au sud, sur un lit surélevé de gravier et de pierres concassées. Des traverses en bois espaçaient régulièrement sous les rails d'acier. La position offrait une bonne visibilité dans les deux directions. Trop bonne. Si une patrouille arrivait le long des voies, le groupe à terre serait complètement exposé. Il devait travailler vite. Mais avant qu'il puisse commencer à creuser, Sever attrapa le bras de Sanders et pointa vers le nord. Une faible vibration dans les rails. Puis un son distant. Un train arrivait. Les hommes se jetèrent à plat ventre dans l'herbe à côté du remblai. Hatfield serra le bocal à cornichons contenant le dispositif explosif contre sa poitrine. La vibration s'intensifia. Le son devint un halètement rythmique, une locomotive tirant des wagons de marchandises dans l'obscurité. Le train apparut du nord vers 0h55. Pas de phare, condition de blackout total. La locomotive passa à moins de 15 pieds de l'endroit où les Américains étaient cachés, la vapeur sifflant, les roues claquant sur les joints des rails. Les hommes pouvaient sentir le sol trembler. Des wagons de marchandises suivaient. 1, 2, 5, 10. Le groupe à terre compta en silence. 15 wagons de marchandises. Puis le train était passé, continuant vers le sud en direction de Cashio. Le son s'évanouit dans le lointain. Sanders attendit 2 minutes complètes après la disparition du train avant de donner le signal de bouger. Les hommes grimpèrent sur le remblai et prirent position. Klingel-Smith, Sever et Walker se déployèrent comme sentinelles. Klingel-Smith avança vers le nord le long des voies sur 50 yards. Sever alla vers le sud sur la même distance. Walker se positionna là où il pouvait voir les deux directions et surveiller la route qu'ils avaient traversée. Cela laissait Sanders, Hatfield et Marcusson pour creuser et planter le dispositif. Hatfield choisit l'emplacement. Une section droite de voie où un train approchant voyagerait à vitesse maximale. Pas de courbe pour le ralentir. Pas de pente pour réduire l'élan. Les rails ici étaient de niveau sur un terrain plat sur au moins un demi-mile dans les deux directions. Parfait. Hatfield s'agenouilla entre les rails et examina les traverses. Il devait enterrer l'explosif directement sous le rail, là où le poids de la locomotive l'enfoncerait suffisamment pour déclencher le micro-interrupteur. Sanders et Marcusson commencèrent à creuser avec les outils improvisés. Le gravier se détachait facilement au début, mais à 6 pouces de profondeur, ils touchèrent de la terre compactée mélangée à de plus grosses pierres. Le creusement devint plus difficile, plus lent. La pelle en acier raclait contre les pierres. Chaque son semblait incroyablement fort dans l'obscurité. Hatfield ne cessait de vérifier sa montre. Ils étaient à terre depuis 30 minutes. Fluquet attendrait 90 minutes maximum avant que le barbe doive plonger. Le temps pressait. À 1h15, Sever siffla doucement depuis sa position au sud, le long des voies. Un autre train arrivait. Le groupe à terre se jeta à plat ventre à nouveau. Ce train approchait du sud, se dirigeant vers le nord, la direction opposée au premier. Hatfield était allongé à côté du trou partiellement creusé, serrant toujours le bocal à cornichons. Les outils de creusement étaient éparpillés sur le gravier entre les rails. Si le phare de la locomotive était allumé, le mécanicien verrait tout. La mission serait compromise. Les troupes japonaises inonderaient la zone en quelques minutes. Mais comme le premier train, celui-ci roulait dans l'obscurité totale. Pas de phare. Les protocoles de blackout que les Japonais appliquaient le long de la voie ferrée côtière protégeaient les saboteurs américains. La locomotive passa en grondant à 1h17. Un autre train de marchandises. 14 wagons cette fois. Hatfield les compta tandis qu'il claquait au-dessus de lui. Le groupe à terre resta immobile jusqu'à ce que le son s'évanouisse complètement vers le nord. 2 trains en 22 minutes.
La voie ferrée était plus active la nuit que les observations de Fluke ne l'avaient suggéré. Sanders fit signe aux hommes de reprendre le travail. Il leur restait moins d'une heure avant que le Barbe doive plonger. Marcusson attaqua le trou avec une urgence renouvelée. La pelle mordit dans la terre compactée. Les pierres se détachèrent. Sanders utilisa la pioche pour briser les sections plus dures. En 15 minutes, ils avaient creusé un espace d'environ 12 pouces carrés et 8 pouces de profondeur directement sous le rail ouest, assez grand pour accueillir la charge de sabordage, les piles et l'assemblage du micro-interrupteur. Hatfield sortit les composants du bocal à cornichons. La charge de sabordage de 55 livres était un conteneur métallique cylindrique bourré d'explosifs puissants. Assez de puissance pour percer un trou de 3 pieds dans la coque pressurisée d'un sous-marin. Contre une locomotive roulant à 40 miles à l'heure, l'effet serait catastrophique. Hatfield positionna la charge au fond du trou et tassa de la terre autour pour la maintenir stable. Puis il plaça soigneusement les 3 piles sèches à côté de la charge et commença à câbler le circuit. Le micro-interrupteur était le composant critique. Hatfield l'avait conçu pour se fermer quand le rail au-dessus s'enfoncerait sous le poids de la locomotive. Les locomotives japonaises pesaient généralement entre 60 et 80 tonnes. Ce poids réparti sur les roues pousserait le rail vers le bas d'environ 1/4 à 1/2 pouce. Le micro-interrupteur devait être positionné avec précision. Trop profond, et le rail ne s'enfoncerait pas assez pour le déclencher. Trop peu profond, et les vibrations de la dilatation normale des voies pourraient causer une détonation prématurée. Hatfield travaillait plus au toucher qu'à la vue. Sa lampe de poche étanche fournissait un éclairage minimal dirigé vers le bas dans le trou pour empêcher le faisceau d'être visible à distance. Il connecta la borne positive des piles à un côté du micro-interrupteur. La borne négative allait au détonateur de la charge de sabordage. La connexion finale du détonateur au micro-interrupteur compléterait le circuit. Mais Hatfield laissa ce fil déconnecté. Il ferait la connexion finale en dernier, juste avant leur départ. Jusque-là, le dispositif était sûr. À 1h35, Hatfield avait terminé le câblage, sauf pour la connexion finale. Il regarda Sanders et hocha la tête. Sanders fit signe à Walker. Les sentinelles commencèrent à se replier vers le site de travail. Klingel-Smith revint du nord, Sévère du sud. Walker remonta de sa position d'observation près de la route. Les 6 hommes se rassemblèrent aux voies. Hatfield fit la connexion finale. Le circuit était maintenant actif. Toute pression significative vers le bas sur le rail au-dessus du micro-interrupteur déclencherait l'explosion. Il recouvrit soigneusement le dispositif de terre et de gravier, lissant pour correspondre au ballast environnant. Aucune perturbation visible. Un inspecteur des voies marchant sur cette section en plein jour pourrait remarquer le gravier légèrement remué, mais un mécanicien de locomotive roulant à grande vitesse dans l'obscurité ne verrait rien d'inhabituel. Le groupe à terre quitta le remblai ferroviaire et commença à se frayer un chemin vers la plage. Même itinéraire en sens inverse, à travers la route, à travers le fossé de drainage, à travers les hautes herbes. Ils avançaient plus vite maintenant. La mission était accomplie. L'explosif était armé. Chaque minute qu'il restait sur le sol japonais augmentait le risque d'être découvert. À 1h45, ils atteignirent la plage où Nuland et Richard les attendaient avec les radeaux. Les 8 hommes traînèrent le radeau jusqu'à la ligne de flottaison et montèrent à bord. Sanders vérifia le cadran lumineux de sa montre. Ils avaient été à terre pendant exactement 1h40. Le Barbe se préparait à plonger. Les radeaux quittèrent la plage, et les hommes commencèrent à pagayer vers la position où le sous-marin attendait. La distance pour retourner au Barbe était de 850 mètres. En eau calme avec des pagayeurs expérimentés, cela signifiait environ 15 minutes. Ils étaient à mi-chemin du sous-marin, quand la voix de Fluke perça l'obscurité. Il criait dans un mégaphone depuis le kiosque du Barbe, leur disant de pagayer plus vite. Un autre train descendait les voies. Les hommes dans les radeaux pouvaient l'entendre maintenant, le son lointain d'une locomotive prenant de la vitesse. Fluke avait repéré le train à travers le périscope du Barbe, en suivant le retour du groupe à terre. Le phare était éteint,
mais le panache d'échappement de la locomotive était visible contre la silhouette de la montagne. Le train approchait du nord, se dirigeant directement vers la section de voie où Hatfield avait enterré le dispositif explosif. Le timing allait être catastrophiquement serré. Sanders et ses hommes enfonçaient leurs pagaies dans l'eau avec un rythme désespéré. Les radeaux étaient encore à 365 mètres du Barbe. Le sous-marin était incroyablement bas sur l'eau, sa coque à peine visible même de près. Flequel avait rapproché à environ 550 mètres du rivage, diminuant la distance que les radeaux devaient parcourir, mais mettant le Barbe dans une eau si peu profonde qu'il raclerait le fond s'il tentait une plongée d'urgence. Chaque homme à bord du sous-marin qui n'était pas essentiel aux opérations était sur le pont, observant le rivage et le train qui approchait. Les radeaux comblaient la distance. 275 mètres. 180. Le bruit du train devenait plus fort. À travers l'obscurité, les hommes qui pagaillaient pouvaient maintenant voir la silhouette de la locomotive. Elle roulait vite, probablement à 65 ou 70 km à l'heure. Le mécanicien rattrapait le temps perdu, poussant fort à travers la section côtière où les voies étaient droites et plates. La locomotive était peut-être à 1,5 km au nord de l'explosif enterré, peut-être à 90 secondes. Fluquet avait une décision à prendre. S'il attendait que les radeaux atteignent le Barbe avant de plonger, le sous-marin pourrait être pris en surface quand les forces d'intervention japonaises arriveraient après l'explosion. L'artillerie côtière pourrait ouvrir le feu. Des patrouilleurs pourraient converger vers leur position. Mais s'ils plongeaient maintenant, les 8 hommes dans les radeaux seraient bloqués en surface sans moyen de s'échapper. Fluquet fit son choix. Il ordonna au Barbe de virer et de se préparer à une plongée d'urgence, mais il attendrait. Le groupe à terre avait mérité au moins cela. Les radeaux atteignirent le Barbe à 1h46. Les hommes grimpèrent sur la coque du sous-marin et passèrent par les écoutilles du pont. Saunders fut le dernier homme à quitter les radeaux. Les embarcations en caoutchouc furent larguées et abandonnées. Elles dériveraient et finiraient par couler. Pas le temps de les récupérer. Fluquet ordonna à l'équipage de pont de descendre et scella les écoutilles. Les moteurs diesel du Barbe rugirent à la vie. Le sous-marin commença à virer pour s'éloigner du rivage, accélérant vers des eaux plus profondes. À 1h47, le 23 juillet 1945, le train en direction du nord atteignit la section de voie où le micro-interrupteur attendait. Les roues avant de la locomotive passèrent sur le dispositif. 68 tonnes d'acier et de vapeur pesant sur les rails. Le rail ouest s'enfonça. Le micro-interrupteur se ferma. Le circuit électrique se compléta. 25 kg d'explosifs puissants détonèrent directement sous la chaudière de la locomotive. L'explosion fut visible depuis le Barbe. Même si le sous-marin était maintenant à 640 mètres au large et accéléré, une énorme boule de feu jaillit le long du remblai ferroviaire. La chaudière de la locomotive se rompit instantanément, ajoutant de la vapeur surchauffée à l'explosion. Des fragments de métal jaillirent vers le haut en une fontaine de débris enflammés. Des morceaux du moteur s'élevèrent à 60 mètres dans les airs, tournoyant bout par bout avant de retomber sur terre. La locomotive elle-même se désintégra. La chaudière se fendit en 3 sections. Les roues motrices se séparèrent du châssis. La cheminée et la section de cabine furent projetées en avant, faisant des tonneaux le long du remblai vers la plage. Les wagons de marchandises suivant la locomotive n'eurent pas le temps de freiner. Le premier wagon percuta les décombres à pleine vitesse et s'écrasa en accordéon. Le deuxième wagon grimpa par-dessus le premier, sa structure en bois se brisant. Le troisième wagon se mit en travers et roula hors du remblai. Les wagons 4 à 16 s'empilèrent dans la masse grandissante de métal tordu et de bois brisé. Le son atteignit le Barbe comme un tonnerre roulant qui résonna contre les montagnes côtières. Des incendies s'allumèrent à travers les décombres. Des munitions dans plusieurs wagons commencèrent à exploser, ajoutant des explosions secondaires au chaos. Fluquet ordonna à tout le personnel non essentiel de monter sur le pont pour être témoins de ce qu'ils avaient accompli. Des dizaines de sous-mariniers s'entassèrent sur le pont et le kiosque du Barbe. Ils regardèrent les incendies brûler le long de la côte de Karafuto. La propagande japonaise prétendrait plus tard que le train transportait des passagers civils. Les renseignements américains indiquaient le contraire. Les trains circulant de nuit sur les lignes ferroviaires militaires côtières transportaient des troupes et du matériel de guerre.
Les hommes à bord de ce train étaient des soldats se dirigeant vers le sud pour renforcer les positions défensives contre l'invasion américaine attendue. Le Barbe continua d'accélérer vers des eaux plus profondes. Dans 10 minutes, le sous-marin serait dans une eau assez profonde pour plonger en sécurité. Fluky se permit un moment pour considérer ce que son équipage venait d'accomplir. Ils avaient détruit un train militaire japonais en utilisant un sous-marin. La première et unique fois dans l'histoire navale qu'une telle opération avait été exécutée avec succès. Mais plus important encore, ils avaient mené la seule opération de combat terrestre alliée sur le sol des îles japonaises pendant toute la guerre du Pacifique. La célébration était prématurée. Des projecteurs japonais balayaient l'eau depuis des positions côtières, cherchant le sous-marin qui venait de déclarer la guerre à leur chemin de fer. Les projecteurs provenaient d'au moins 3 positions côtières différentes. Des installations militaires japonaises répondant à l'explosion. Les faisceaux balayaient l'eau selon des schémas coordonnés, cherchant le sous-marin qu'ils savaient responsable. Le Barbe était toujours en surface, filant à vitesse maximale vers des eaux plus profondes. Sa peinture gris foncé l'aidait à se fondre dans l'océan noir, mais si l'un de ses faisceaux de projecteurs l'attrapait, l'artillerie côtière ouvrirait le feu en quelques secondes. Fluké ordonna un changement de cap, s'orientant vers le nord-est pour s'éloigner du schéma de recherche. Les moteurs diesel du Barbe tournaient à 150% de surcharge, le même réglage de puissance d'urgence que Fluké avait utilisé lors de l'évasion du port de Namquan. Le sous-marin faisait 43 nœuds en surface, laissant un sillage phosphorescent qui serait visible si les projecteurs s'approchaient suffisamment. La jauge de profondeur indiquait 15 mètres. Encore trop peu profond pour une plongée sûre, mais mieux que les 11 mètres dans lesquels ils avaient opéré près du rivage. À 2 heures, le Barbe passa dans une eau de 18 mètres de profondeur. Fluké donna l'ordre de plonger. La proue du sous-marin s'inclina vers le bas, tandis que les ballastes se remplissaient. L'équipage de pont avait déjà sécurisé tout l'équipement de surface. En 90 secondes, le Barbe était complètement immergé et se stabilisait à la profondeur périscopique. Les projecteurs continuaient de balayer la surface au-dessus d'eux, mais le sous-marin était invisible maintenant. Fluké maintint une vitesse lente sur les moteurs électriques pour minimiser la signature sonore. Des patrouilleurs japonais seraient bientôt lancés, s'ils ne l'étaient pas déjà. Le sous-marin resta immergé pendant 6 heures, s'éloignant lentement de Karafuto, tandis que les forces japonaises fouillaient les eaux côtières. À 8 heures le 23 juillet, Fluké risqua de lever le périscope. Aucun patrouilleur visible. Les projecteurs avaient été éteints à l'aube. De la fumée s'élevait encore du remblai ferroviaire où le train avait explosé. Le Barbe fit surface dans des eaux plus profondes et reprit sa patrouille. Mais la mission n'était pas terminée. Fluké avait 4 jours restants avant que le Barbe ne doive retourner à Midway. Il avait l'intention d'utiliser chaque heure. Au cours des 72 heures suivantes, le Barbe continua d'attaquer des cibles côtières japonaises. Le 24 juillet, le sous-marin fit surface au large de Shiri et utilisa son canon de pont de 102 mm pour bombarder une station radio militaire. Des coups directs détruisirent le réseau d'antennes et mirent le feu au bâtiment. Le 25 juillet, le Barbe attaqua un petit chantier naval à Shikuka, détruisant 2 cargos côtiers en bois en construction. Le 26 juillet, le sous-marin tira ses 12 dernières roquettes sur une garnison militaire sur l'île de Kaiyo, puis se retira vers le large. Des avions japonais avaient cherché le Barbe tout au long des derniers jours de patrouille. Des avions de reconnaissance sillonnaient la mer d'Okhotsk, essayant de localiser le sous-marin qui terrorisait leur infrastructure côtière. Fluké les évita par un mouvement constant et en plongeant chaque fois que des avions étaient repérés. Le 27 juillet, le Barbe mit le cap sur l'île de Midway. La 12e et dernière patrouille de guerre était terminée. L'USS Barbe arriva à Midway le 2 août 1945. L'équipage se rassembla sur le pont en uniforme de cérémonie, tenant le pavillon de combat du sous-marin. Le pavillon était différent de tout autre dans la marine des États-Unis. 17 écussons représentant les navires coulés. Des symboles pour la citation présidentielle d'unité et la mention élogieuse d'unité de la marine. Des symboles de roquettes et de canons indiquant les bombardements côtiers. 6 Navy Cross gagnés par des membres d'équipage. 23 Silver Stars. 23 Bronze Stars.
Un ruban de Medal of Honor en haut représentant la récompense de Fluke de la patrouille précédente. Et au centre en bas du pavillon, un nouveau symbole, une locomotive japonaise. Le seul sous-marin de l'histoire à avoir coulé un train affichait maintenant cet exploit sur ses couleurs de combat. L'amiral Chester Nimitz lui-même vint à Midway pour accueillir l'équipage du Barbe. Le pavillon fut photographié pour les archives navales. 8 hommes posèrent avec le pavillon, les mêmes 8 qui étaient allés à terre sur Karafuto et avaient planté l'explosif qui détruisit le train. Sanders, Hatfield, Sever, Newland, Klingelsmith, Richard, Marcusson et Walker. Ils ressemblaient à des marins ordinaires, de jeunes hommes qui auraient pu travailler dans des usines ou des fermes sans la guerre. Mais ils avaient accompli quelque chose qu'aucune force militaire n'avait réussi pendant tout le conflit du Pacifique. Ils avaient mené des opérations de combat terrestre offensives sur le territoire des îles japonaises. L'explosion du train devint légendaire au sein du service des sous-marins. D'autres bateaux avaient attaqué des cibles côtières avec des canons de pont. Certains avaient lancé des roquettes comme le Barbe, mais aucun autre sous-marin n'avait mis des hommes sur le sol ennemi pour détruire une cible et les avait extraits avec succès. La mission représentait une nouvelle capacité. Les sous-marins n'étaient pas seulement des chasseurs de commerce ou des plateformes lance-torpilles. Ils pouvaient projeter leur puissance à terre par le sabotage et les opérations spéciales. Fluke reçut sa 4e Navy Cross pour la 12e patrouille du Barbe. La citation mentionnait spécifiquement l'attaque du train et les bombardements à la roquette. Combiné avec sa Medal of Honor et ses 3 Navy Cross précédentes, Fluke devint l'un des commandants de sous-marins les plus décorés de l'histoire navale américaine. Mais quand les journalistes l'interrogeaient sur ses exploits, il détournait systématiquement le mérite vers son équipage. 6 jours après que le Barbe eut atteint Midway, la bombe atomique tomba sur Hiroshima. 9 jours plus tard, le Japon se rendit. La guerre se termina avant que l'USS Barbe ne puisse effectuer une autre patrouille. La capitulation du Japon le 15 août signifiait que la carrière de combat du sous-marin était terminée. 12 patrouilles de guerre s'étalant sur 3 ans, 5 dans le théâtre atlantique pendant les premières années de guerre, 7 dans le Pacifique, où le Barbe avait compilé l'un des bilans les plus dévastateurs de tous les sous-marins de la flotte américaine. Le décompte officiel lui créditait le naufrage de 17 navires ennemis, totalisant 96 628 tonnes, mais ces chiffres ne capturaient pas toute l'étendue de ce que le Barbe avait accompli. Le comité conjoint d'évaluation armée-marine examina les revendications de Fluke après la guerre. Ils confirmèrent la destruction du porte-avions d'escorte Unio le 17 septembre 1944, 22 500 tonnes. Le porte-avions transportait des avions et des pilotes du Japon vers les Philippines quand les torpilles du Barbe le trouvèrent en mer de Chine méridionale. Le navire coula en 40 minutes, emportant la plupart de son équipage et de sa cargaison au fond. Le Barbe avait également détruit de nombreux navires de guerre plus petits, des frégates, des patrouilleurs, des navires de défense côtière. Les attaques contre la marine marchande avaient étranglé les lignes d'approvisionnement alimentant les garnisons japonaises à travers le Pacifique. Mais le train restait la prise la plus célèbre du Barbe. Les historiens navals passeraient des décennies à analyser la mission, la planification, l'exécution, les risques. Ce qui rendait l'opération remarquable n'était pas seulement son audace, c'était la preuve de concept. Les sous-marins pouvaient mener des opérations bien au-delà de la guerre anti-navire traditionnelle. Ils pouvaient lancer des missiles, ils pouvaient bombarder des installations côtières, ils pouvaient insérer des équipes de sabotage sur un territoire hostile et les extraire avec succès. La mission sur Karafuto démontra des capacités qui définiraient la guerre sous-marine pendant les 70 années suivantes. L'innovation de Fluke avec le lance-roquettes s'avéra particulièrement prémonitoire. En 1945, des sous-marins lançant des roquettes sur des cibles côtières semblait être une improvisation désespérée, née du manque de navires marchands à attaquer. Mais en moins d'une décennie, les sous-marins armés de missiles guidés devinrent les plateformes d'armes les plus puissantes des arsenaux navals. Le programme de missiles de croisière Regulus, les missiles balistiques Polaris, Trident, les sous-marins de classe Ohio transportant assez de puissance de feu nucléaire pour détruire des nations entières. Tous traçaient leur lignée conceptuelle jusqu'à Fluke, boulonnant un lance-roquette Mark 51 sur le pont du Barbe et prouvant que le concept fonctionnait. L'USS Barbe lui-même connut un destin d'après-guerre moins glorieux.
Le sous-marin fut désarmé en mai 1947 et placé en réserve. Remis en service en 1951 pour des missions d'entraînement. Désarmé à nouveau en février 1954. La même année, il subit une conversion Guppy, un programme de modernisation qui donnait aux sous-marins de la Seconde Guerre mondiale des performances sous-marines améliorées. En décembre 1954, le Barbe fut prêté à la marine italienne dans le cadre de la loi d'assistance mutuelle de défense. Les Italiens le renommèrent Enrico Tazzoli, d'après un commandant de sous-marins italien de la Première Guerre mondiale. Le sous-marin servit dans la marine italienne pendant 18 ans. En 1972, il était obsolète, usé, plus économiquement viable à entretenir. Le gouvernement italien vendit l'Enrico Tazzoli pour la ferraille. Le prix final était d'environ 100 000 $, à peu près le coût d'une maison modeste. Quand Fluquet apprit ce qui s'était passé, il aurait dit que si l'équipage avait su, ils auraient mis leur argent en commun pour acheter le Barbe et le ramener aux États-Unis comme navire musée. Mais au moment où quelqu'un réalisa, le sous-marin était déjà en train d'être découpé dans une casse italienne. Seul le pavillon de combat du Barbe survécut. Le Submarine Force Library and Museum à Groton, Connecticut, l'acquit pour sa collection. Les visiteurs peuvent le voir aujourd'hui exposé derrière une vitrine. Les 17 symboles de navire, le train en bas, le ruban de Medal of Honor en haut. Le pavillon raconte l'histoire plus éloquemment que n'importe quel récit historique. Eugene Fluquet resta dans la marine après la guerre. Il servit comme aide au secrétaire de la marine James Forrestal, puis à l'amiral Chester Nimitz. En 1960, le président Eisenhower approuva sa promotion au grade de contre-amiral. Fluquet commanda le groupe amphibie 4, servit comme président du Naval Board of Inspection and Survey, commanda l'ensemble de la force sous-marine du Pacifique de 1964 à 66 et termina sa carrière comme directeur du renseignement naval. Il prit sa retraite en 1972 après 37 ans de service. La retraite ne signifiait pas l'inactivité. Fluquet et sa femme Marjorie déménagèrent au Portugal et ouvrirent un orphelinat en 1974. Ils le dirigèrent pendant 8 ans, offrant des foyers à des enfants qui avaient perdu leur famille. Marjorie mourut en 1979. Fluquet se remaria en 1980 et continua le travail à l'orphelinat jusqu'à sa fermeture en 1982. En 1992, il publia Thunder Below, ses mémoires sur le commandement de l'USS Barbe. Le livre devint une lecture obligatoire à l'Académie navale. Fluquet mourut le 28 juin 2007, il avait 93 ans. Il fut enterré au cimetière de l'Académie navale des États-Unis à Annapolis. Mais il y avait une statistique que Fluquet valorisait plus que tout, le tonnage coulé, toutes les médailles gagnées, toute la reconnaissance reçue. 0. 0 Purple Heart décerné à quiconque avait servi sous son commandement pendant 5 patrouilles de guerre. 0 victime. Cette statistique définissait la philosophie de commandement d'Eugene Fluquet plus que toute innovation tactique ou raid audacieux. Il prenait des risques calculés, mais jamais imprudents. Il poussait son équipage aux limites absolues des capacités du sous-marin, mais jamais au-delà du point où l'entraînement et le savoir-faire pouvaient compenser le danger. 5 patrouilles de guerre, des centaines d'attaques aux grenades sous-marines, des milliers de kilomètres à travers des champs de mines et des eaux peu profondes, d'innombrables heures en surface dans des mers contrôlées par l'ennemi, et chaque homme qui servit sous Fluquet rentra chez lui vivant. Les membres d'équipage de l'USS Barbe vécurent des vies ordinaires d'après-guerre. Sanders retourna au travail civil. Hatfield retourna dans l'industrie ferroviaire. Les autres se marièrent, élevèrent des familles, occupèrent des emplois réguliers. Ils parlaient rarement de ce qu'ils avaient fait sur Karafuto. La mission resta classifiée pendant des années. Même après la déclassification, les hommes ne cherchèrent pas la publicité. Ils faisaient leur travail, suivaient les ordres, essayaient de mettre fin à la guerre et de rentrer chez eux. Le fait que leur travail impliquait de pagayer jusqu'au rivage en territoire ennemi pour faire sauter un train était simplement ce que la situation exigeait. Mais l'histoire se souvient de ce qu'ils ont accompli. Les 8 hommes qui débarquèrent cette nuit-là, en juillet 1945, menèrent la seule opération de combat terrestre alliée sur les îles japonaises pendant toute la guerre du Pacifique.
Aucun marine ne débarqua sur Honshu. Aucune troupe de l'armée ne combattit sur Hokkaido. Aucun parachutiste ne fut largué sur Kyushu. Les seuls combattants américains à engager des forces ennemies sur le territoire souverain des îles japonaises furent 8 sous-mariniers de l'USS Barb, armés de pelles, d'un bocal à cornichons rempli de piles et de 25 kg d'explosifs puissants. L'impact de la mission s'étendit au-delà de la destruction immédiate. L'explosion du train força les planificateurs militaires japonais à détourner des ressources vers la défense des chemins de fer côtiers. Les gardes furent renforcés, les patrouilles furent étendues, des unités du génie furent assignées à l'inspection quotidienne des voies. Ces ressources venaient d'ailleurs, des troupes qui auraient pu renforcer des positions défensives, de l'équipement qui aurait pu être utilisé contre les forces d'invasion américaines. L'effet psychologique fut tout aussi significatif. Si les sous-marins américains pouvaient frapper des cibles intérieures en toute impunité, nulle part n'était sûr. Les attaques à la roquette que Fluke avait initiées eurent des effets similaires. Les usines côtières et les installations militaires n'étaient plus protégées par la distance de l'océan. Un sous-marin pouvait faire surface à 5 km au large et détruire des cibles qui nécessitaient auparavant des raids aériens. Les 72 roquettes que le Barb tira pendant sa 12e patrouille démontrèrent une capacité qui révolutionnerait la guerre navale en une génération. Les chiffres racontent une partie de l'histoire. 17 navires coulés, 96 000 tonnes de navires ennemis détruits, 4 Navy Cross et une Medal of Honor pour le commandant, 8 étoiles de bataille pour le sous-marin. La première attaque à la roquette depuis un sous-marin. Le premier et unique sous-marin à couler un train. Mais le chiffre le plus important était 0. 0 victime parmi l'équipage pendant 5 patrouilles de combat. Fluky ramena chaque homme chez lui. C'était sa plus grande réussite. Pas le tonnage, pas les médailles, pas les innovations tactiques qui changèrent la guerre sous-marine pour toujours. Il ramena ses hommes vivants. Le pavillon de combat de l'USS Barb est accroché dans un musée du Connecticut. Le symbole de la locomotive en bas suscite encore des questions de visiteurs qui ne connaissent pas l'histoire. Quand ils apprennent ce qui s'est passé le 23 juillet 1945, ils comprennent. Ils comprennent que la guerre sous-marine n'était pas seulement une question de torpilles et de périscopes. C'était une question d'innovation, d'adaptation, de courage et de commandants qui valorisaient la vie de leurs équipages au-dessus de la gloire personnelle. Eugene Fluky, Paul Sanders, Billy Hatfield et les 72 autres hommes qui ont servi à bord de l'USS Barb durant ces 5 patrouilles ont prouvé ce que les sous-marins pouvaient accomplir lorsqu'ils étaient dirigés par des commandants brillants et équipés de marins prêts à pagayer jusqu'au rivage en territoire ennemi avec des explosifs et des pelles. Ils ont coulé des navires. Ils ont tiré les premiers missiles lancés depuis un sous-marin. Ils ont détruit des cibles côtières. Et ils ont fait sauter un train. Le seul sous-marin de l'histoire qui peut revendiquer cet exploit, si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires de sous-mariniers qui ont changé la guerre navale avec des roquettes et du courage. De vraies personnes, du vrai héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de ceux qui gardent ces mémoires vivantes. Dites-nous où vous êtes. Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé. Et merci de vous assurer que Eugene Fluky et l'équipage de l'USS Barb ne disparaissent pas dans le silence.